déjà posé la question, non? Pourquoi notre monde est si inégal? Comment ça se fait que certaines régions ont développé des technologies de pointe et bâti des empires, alors que d'autres sont, en quelque sorte, restées sur le bord de la route? C'est une question énorme. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les réponses assez surprenantes proposées par un scientifique du nom de Jared Diamond. Tout est parti de là, de cette question toute simple en apparence. Jared Diamond se l'est posé lors d'un voyage en Nouvelle-Guinée, où il a rencontré des peuples qui vivaient encore avec des outils en pierre. À l'époque, beaucoup de gens avaient une réponse toute faite. Ce serait une question d'intelligence. Une idée non seulement raciste, mais surtout complètement fausse. Et Diamond l'a bien compris. Ok, mettons les choses au clair tout de suite. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. Diamond raconte lui-même que, perdu dans la jungle, c'est lui, le grand professeur américain, qui était le plus ignorant de tous. Alors si ce n'est pas l'intelligence, quelle est la vraie raison de ces écarts gigantesques? Eh bien la réponse, elle est cachée dans notre histoire et elle va vous surprendre. Le premier indice majeur dans cette grande enquête historique, c'est une invention qui a absolument tout changé il y a environ 11 000 ans, l'agriculture. C'est le point de départ de quasiment tout ce qui a suivi. Alors, l'agriculture, c'est quoi exactement? C'est simple. Avant, les humains étaient ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. En gros, ils passaient leur journée à chercher de quoi manger. Avec l'agriculture, pour la première fois, ils se sont mis à produire eux-mêmes leur nourriture. Et ce changement, qui a l'air tout bête, a provoqué un véritable effet domino. L'enchaînement est super logique, vous allez voir. Plus de nourriture sur un même lopin de terre, ça permet de nourrir plus de monde. Donc la population augmente. Et encore mieux, on peut stocker cette nourriture. Et là, c'est la révolution. Pour la toute première fois, tout le monde n'est plus obligé de passer sa journée à chercher à manger. Du coup, certains peuvent se consacrer à autre chose, devenir artisans, soldats, chefs ou même inventeurs. C'est comme ça que les sociétés complexes sont nées. Bon, mais alors pourquoi est-ce que tout le monde ne s'est pas mis à l'agriculture en même temps? La réponse est simple. Ce n'était pas un choix, c'était une question de chance, une pure loterie géographique. Pour se lancer, il fallait avoir les bonnes cartes en main dès le départ. Pour faire de l'agriculture, il faut deux choses, des plantes et des animaux qu'on peut domestiquer, c'est-à-dire adapter à nos besoins. Et c'est là que ça se corse. Diamond appelle ça le principe d'Anna Karénine, en référence à un roman où l'auteur dit « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon ». En gros, pour que ça marche, il faut que tout soit parfait. Un seul défaut et c'est l'échec. C'est pareil pour la domestication. Réussir à domestiquer un animal, en fait, c'est super rare. Prenons des exemples. Un ours, oublié, c'est bien trop dangereux. Un kangourou, impossible de le guider en troupeau. Un gorille, lui, met 12 ans à devenir adulte, pas très rentable. Au final, sur des milliers d'espèces de grands mammifères sur Terre, seule une toute petite poignée avait toutes les qualités requises. Et il y a une région du monde qui a vraiment, mais vraiment touché le jackpot. C'est une zone qu'on appelle le croissant fertile, au Moyen-Orient. C'est là qu'on trouvait, à l'état sauvage, tout le kit de démarrage parfait. Du blé, de l'orge, des vaches, des moutons, des chèvres. Résultat, ils ont pris une avance de plusieurs milliers d'années sur tout le reste du monde. Et cette avance a été boostée par un autre facteur géographique dingue, la forme des continents. L'Eurasie, c'est un immense bloc qui s'étend d'est en ouest. C'est comme une autoroute. Une culture comme le blé ou une invention comme la roue peut se diffuser super facilement sur des milliers de kilomètres parce que le climat est à peu près le même. À l'inverse, les Amériques sont orientées du nord au sud. Là, c'est une route pleine de barrages, déserts, jungles, montagnes. Ça a énormément freiné les échanges et la diffusion des innovations. Cette avance géographique a donné aux Eurasiens deux autres avantages. Deux armes invisibles mais qui se sont révélées incroyablement puissantes, les microbes et l'écriture. En vivant très proche de leurs animaux, les Eurasiens ont été exposés à tous leurs microbes. Ça a donné naissance à de nouvelles maladies terribles, comme la variole ou la rougeole, qui sont en fait des maladies animales à l'origine. Des millions de personnes en sont mortes, c'est vrai, mais au fil des générations, les survivants ont développé une immunité. Sans même le savoir, ils sont devenus porteurs d'armes biologiques. Et quand les Européens sont arrivés en Amérique, le choc a été dévastateur. Les peuples amérindiens n'avaient jamais été en contact avec ces microbes, donc ils n'avaient aucune défense. Le résultat, une véritable hécatombe. Ce chiffre fait froid dans le dos. Dans certains villages, 95% de la population a été anéantie en à peine 2 semaines. Les microbes ont été bien plus meurtriers que les fusils. L'autre super pouvoir, c'est l'écriture. C'est un peu le système d'exploitation d'un empire.
Ça permet de gérer des territoires immenses en collectant des impôts, de transmettre des ordres militaires très précis et surtout de conserver la mémoire des stratégies passées. Les conquistadors espagnols, par exemple, avaient accès à des milliers d'années d'histoire militaire écrite. Les empereurs aztèques et incas, eux, n'avaient rien de tout ça. Le combat était inégal. Alors, on pourrait se dire que la partie est jouée, non? La géographie a donné un avantage décisif à certaines sociétés, point final. Mais est-ce que ça veut dire qu'un bon départ garantit une domination pour toujours? Pas si vite. L'histoire est aussi pleine d'empires superpuissants qui se sont complètement effondrés. Et ça, c'est la deuxième grande partie de la réflexion de Diamond. Comprendre pourquoi des civilisations disparaissent, c'est tout aussi important que de savoir comment elles naissent. Et cette question, elle nous concerne directement aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. D'après Diamond, il y a 5 grands coupables potentiels. D'abord, les dégâts qu'une société fait à son propre environnement. Ensuite, un changement climatique qui vient tout chambouler. Il y a aussi les guerres avec les voisins ou encore la perte de partenaires commerciaux importants. Mais le facteur le plus décisif, le 5e, c'est la façon dont une société choisit de répondre ou non à tous ces problèmes. L'histoire des Vikings installés au Groenland est un exemple parfait. Ils arrivent pendant une période où il fait relativement doux, mais quand le climat se refroidit, ils refusent de s'adapter. Ils s'entêtent à vouloir rester de bons Européens, à élever du bétail qui meurt de faim, et à refuser de manger du poisson, qui était pourtant abondant. Ils ont méprisé leurs voisins, les Inuits, qui eux étaient parfaitement adaptés à ce milieu. Résultat, ils ont tous disparu. Ok, tout ça c'est bien beau, mais en quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui? Eh bien, ces leçons du passé sont en fait cruciaux pour comprendre les défis gigantesques auxquels notre civilisation mondiale fait face en ce moment même. Diamond identifie 4 menaces principales pour notre époque. Les pandémies, le changement climatique, la surexploitation de nos ressources et le risque nucléaire. Ça sonne familier, n'est-ce pas? Le point commun entre tous ces problèmes, c'est qu'ils sont mondiaux. La grande leçon, elle est là. Aucun pays, même le plus puissant du monde, ne peut régler le changement climatique ou une pandémie tout seul dans son coin. Le réchauffement en France, il n'est pas causé que par la France, mais par le monde entier. On est tous dans le même bateau et on a donc besoin de solutions globales, tous ensemble. Pour finir, ce que propose Diamond, c'est une grille de lecture vraiment puissante pour comprendre les grandes dynamiques de l'histoire. Mais attention, est-ce que ça veut dire que la géographie explique absolument tout? Qu'en est-il du rôle de la culture, des décisions politiques, des individus exceptionnels ou même du pur hasard dans tout ça? L'histoire, ce n'est jamais un livre fermé. La discussion est ouverte et c'est à nous de continuer à nous poser des questions.